Notre invité, c'est Emmanuel Kiva. Bonjour, vous êtes Bonjour. désormais PDG de l'ONERA, vous êtes ancien délégué général pour l'armement, vous avez été directeur de l'Agence de l'innovation de défense, vous avez dirigé une dizaine de start-up dans le domaine de l'IA. Je disais, vous êtes un peu le plus geek de l'armée. On aurait pu vous mettre un peu dans la case French Tech, ça vous a toujours passionné. Absolument. L'innovation, ça a toujours été votre C'est truc. au cœur de mon parcours, de mes préoccupations, et j'assume le fait d'être un peu geek, oui, effectivement. L'ONERA, avant de suivre votre carrière, on n'avait quasiment jamais entendu parler de cette structure qui a l'air franchement passionnante parce que ça s'occupe de la coordination de la recherche aéronautique et spatiale en France. C'est un organe où il y a quasiment que des scientifiques, 2200 salariés. Vous faites des tests pour le spatial, pour l'industrie, des tests grandeur nature. Racontez-nous c'est quoi votre job au quotidien ? Alors je viens de le prendre, donc j'ai été nommé le 18 mars en Conseil des ministres, mais l'ONERA, c'est une institution que j'ai toujours admirée quand j'étais à l'Agence de l'innovation de défense, quand j'étais également délégué. Il faut savoir que l'ONERA, c'est un organisme qui est sous la tutelle exclusive du ministère des Armées. Et d'ailleurs de l'Agence de l'innovation de défense, qui est un petit retour d'histoire que je trouve assez amusant. L'ONERA, c'est l'Office national d'études et des recherches en aérospatiale, et c'est une institution qui a 80 ans. Cette année, elle a été créée en 46, effectivement, autour de l'idée de développer la recherche appliquée pour les secteurs de la défense, pour les secteurs du spatial et pour l'aviation civile. Donc c'est pas exclusivement militaire, malgré la tutelle. Et c'est une institution qui a 8 sites en France, avec des sites parfois extraordinaires. Je pense aux grandes souffleries à Modane, qu'on appelle la cathédrale des vents, et qui nous permettent de travailler notamment à construire des feuilles de route avec nos industriels pour développer l'aviation du futur, l'armement ou le spatial. Mais c'est-à-dire que l'État dit il y a des grands dossiers sur lesquels il faut qu'on avance dans l'aviation, dans le spatial. Elle vous dit vous allez tester des technologies et après vous les vendez aux industriels. Ça marche comment ? Alors, on a plusieurs manières de travailler avec les industriels. On a effectivement des recherches partenariales qu'on peut faire avec différents industriels, et c'est le cas avec nos plus grands industriels. Je pense à MBDA, je pense à Safran, Airbus, Dassault Aviation, qui sont naturellement les partenaires de l'ONERA. Il y a un volet également transfert de technologie et transfert de licences. On doit avoir une centaine d'accords de licences. On a 1200 brevets, on a 400 logiciels, 400 enveloppes solo. Donc, il y a cette partie propriété intellectuelle et également pour aller jusqu'au transfert de technologie. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des enjeux actuels de l'ONERA, c'est de transférer rapidement les technologies dont on voit qu'elles doivent être développées pour la crédibilité notamment de notre effort de défense. Mais par exemple, vous testez quoi ? Alors on teste par exemple des maquettes d'armement. Je vous donne un exemple tout bête, c'est vous avez un missile qui doit être lancé à partir d'un avion de combat, puisqu'on est quand même dans une thématique assez belliqueuse aujourd'hui. Eh bien, ce missile, quand vous le libérez, il ne faudrait pas qu'il revienne par des effets aérodynamiques à aller percuter l'avion qui vient de le lâcher. Et pour ça, les maths suffisent pas. Donc on a une espèce de triptyque, on modélise, on simule, mais surtout on fait de l'expérimentation qui vient derrière renourrir la modélisation, parce qu'il y a des choses qui échappent aux mathématiques, il y a des choses qu'on ne peut observer que en tant que phénomène physique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soufflerie. On en a besoin pour développer de nouveaux types de propulsion. Je pense notamment à ce qu'on appelle des hyperstatoréacteurs. Alors je sais qu'on est tôt le matin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais ça sert à quoi ? Alors ça sert à quoi ? Ces statoréacteurs, ce sont des réacteurs qui s'allument lorsque l'air atteint une certaine vitesse à l'intérieur. Il n'y a pas de turbine. Et hyperstatoréacteur, ça veut dire que l'air se déplace à l'intérieur du réacteur de manière supérieure à la vitesse du son, et c'est nécessaire pour faire par exemple des missiles hypervéloces ou hypersoniques. Et après, quand je suis l'industriel, je dis ça a été validé par l'ONERA, c'est une sorte de tampon ? C'est non seulement un tampon, mais l'excellence scientifique et technique des personnels de l'ONERA est reconnue partout dans le monde. Et c'est justement ça qui nous différencie, par exemple, d'une société qui développerait une soufflerie et mettrait des prestations de conseil, c'est que derrière, on a des scientifiques. Et que donc, lorsqu'on est capable de simuler et d'expérimenter, on confirme ce qu'on a obtenu en simulation, et on a effectivement, comme vous le dites, un tampon de crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Mais donc on peut dire que dans les développements de Thales, d'MBDA, derrière, il y a toujours un peu l'ONERA. Souvent, oui. Absolument. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous coordonnez aussi la stratégie robotique du plan France 2030. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans les tuyaux intéressantes ? Alors, on travaille beaucoup dans tous les domaines de l'autonomie, notamment des capteurs. Comment naviguer, je vous donne un exemple tout bête, mais comment naviguer, alors on parle de robots, on parle de drones aussi, naviguer dans un environnement où on doit être discret, c'est-à-dire naviguer sans émettre
soit de signaux de type GPS, soit de signaux actifs radar. Eh ben, on va essayer de comprendre l'environnement électromagnétique, de s'en servir pour naviguer de la manière la plus discrète possible. C'est juste un exemple, mais ça vous donne la complexité du type de défis auxquels nous sommes confrontés. Actif aussi dans le spatial avec 2 nanosatellites qui ont été mis en orbite. Oui, alors c'était mon cadeau d'arrivée, ça. Ouais. Donc je suis arrivé et une semaine après, on lançait Flylab, qui est un projet interne pour le coup à l'ONERA. Vous avez 2 nanosatellites qui sont aujourd'hui en orbite. L'un est porteur d'une charge utile optronique, l'autre d'une charge radar. C'est un espèce de laboratoire volant pour expérimenter des capteurs en environnement réel. Donc on est en orbite basse, on n'est pas en orbite géostationnaire, donc c'est de l'ordre de 400 km, mais c'est déjà quelque chose de tout à fait unique. Je sais que vous n'allez pas me commenter l'actualité sur le plan militaire ou géopolitique, mais là, ce matin, dans l'actualité, on a ce cessez-le-feu annoncé par Donald Trump. Il y a les marchés financiers qui disent plutôt, aujourd'hui, c'est la paix, on attend des ouvertures dans le vert. On a cette loi de programmation militaire qui doit être discutée aujourd'hui en Conseil des ministres. Comment vous regardez quand Donald Trump parle? Comment on s'adapte dans l'opinion publique? Comment vous vous situez au milieu de tout ça? Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas le meilleur commentateur de géopolitique. Néanmoins, par mes fonctions précédentes et mes fonctions actuelles, évidemment, on est très attentif à ce qui est en train de se passer. En vérité, le vrai défi, c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui une simultanéité des crises. Et les crises, non seulement s'accumulent, mais se superposent. Et donc, on est confronté vraiment au défi du très court terme. Comment augmenter l'efficacité des munitions, comment aller rattraper, si tant est qu'il faille rattraper, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses depuis 2022, le retard sur les drones, etc. Et en même temps, et on le voit bien dans toute la rhétorique et la grammaire nucléaire qui recommence à apparaître, comment avoir une défense crédible dans 10, 20, 30 ans sans être déclassé. Et ça veut donc dire qu'il faut à la fois accélérer l'effort d'agilité qu'on a vis-à-vis de nos forces, de nos clients, en disant, la science, ça ne doit pas prendre 30 ans systématiquement, ça peut le prendre, mais pas 30 ans systématiquement pour être intégré dans des solutions opérationnelles. Et en même temps, si on veut renouveler les 2 composantes de notre dissuasion nucléaire, donc composante aéroportée, le missile, la SN4G, et puis composante océanique tirée des sous-marins, le missile M51, ça ne se fait pas en un an, ça se fait en 20 ans, 30 ans. Et donc on est obligé d'avoir aussi des recherches qui sont utiles pour ne pas être déclassés dans 30 ans. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, avec aussi une opportunité qui est que les sujets de défense sont des sujets prégnants et que donc vous avez vu qu'on a une nouvelle loi de programmation, enfin un complément à la loi de programmation pour des munitions militaire, notamment pour des munitions, pour du spatial, pour de la cyber. Enfin le Premier ministre s'était exprimé sur ces points-là. Le danger, c'est qu'on dise tiens, la guerre est finie, finalement on va ralentir tout ça parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est quand même la sécurité des Français. L'ONERA, il prend toute sa part, justement en étant crédible sur le long terme pour nous assurer le non-déclassement. Merci beaucoup, Emmanuel Kiva, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.